Oui, maintenant. Bon après-midi tout le monde. Merci d'être parmi nous cet après-midi. Puis pour ceux qui nous ont joints, vous avez manqué une avant-midi, mais merci d'être parmi nous pour cette deuxième partie du colloque. Je me présente, Chad Salman, je suis avocate. J'ai fait mon droit à l'Université de Montréal, un DESS en commun droit à l'Université de Montréal. J'ai par la suite fait une maîtrise en droit à l'Université McGill, donc membre du barreau depuis 2010. On m'a demandé aujourd'hui de présenter, de modérer le panel qui s'intitule « Moyens de défense à la disposition d'une personne discriminée ». Donc, j'aurais grand plaisir, un peu dans la même formule que ce matin, de présenter les deux avocats qui donnent de leur temps pour nous parler de ce sujet. Donc, je commence par Maître Benjamin Prudhomme, qui sera le premier à vous parler de la question des moyens de défense pour les personnes discriminées. Donc, Maître Benjamin Prudhomme est avocat au sein de l'étude Robinson Shepherd Shapiro. Il est cofondateur et vice-président de Québec Inclusif, donc un organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, qui milite pour une société québécoise inclusive et respectueuse des droits des minorités et des autochtones. Benjamin a été Eisendat Fellow au Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de l'Université McGill et complète une maîtrise à l'Université de Montréal. En 2015, il a reçu le prix Leader de demain de l'Association du Jeune Barreau de Montréal. Donc, merci Maître Prudhomme, d'ailleurs, qui a remplacé Maître Bourget, qui a eu un changement d'horaire pour des obligations familiales à la dernière minute. Donc, merci d'être parmi nous. Vous avez la parole pour 15-20 minutes. Là. Je vais être, comme on m'a dit, très strict sur le temps. Parfait. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, non, peut-être que j'ai même pas besoin du micro, en fait. Ah, c'est sûr que si je mettais on, ça serait pratique. Et où est le petit voilà. Ah, voilà. Parfait. Alors, comme ça a été annoncé, je remplace effectivement Rémi Bourget un petit peu à la dernière minute et j'ai promis à Maître Bourget de vous faire parvenir ses excuses, qu'il y avait une obligation urgente. Et donc, je vais au départ faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que ma pratique est majoritairement en droit de la famille. Je fais quelques dossiers en droit de la personne, effectivement. Et je ne les fais pas auprès de la commission, c'est-à-dire que M. Claude Roy, qui est à côté de moi, va vous parler plus spécifiquement de la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Je vais le passer très rapidement, mais en fait, je vais focusser sur des définitions plus générales autour de la discrimination, de quels sont les instruments juridiques qui protègent contre la discrimination et quels sont les différents recours qu'on peut avoir devant d'autres tribunaux que la Commission des droits de la personne. Donc, on entend souvent parler de la Commission des droits de la personne et c'est probablement le meilleur véhicule pour ces dossiers-là. Mais il existe d'autres véhicules, d'autres endroits où les gens peuvent revendiquer ou faire valoir des droits. C'est sur ceux-ci que je vais focusser. Et dernière chose avant de commencer, j'ai promis que je remercierais très chaleureusement la stagiaire Morane Cloutier qui est dans la salle juste là-bas, qui m'a aidé en un temps record à préparer et à faire mes devoirs pour pouvoir vous donner des informations les plus exactes possibles. Donc, premièrement, la première chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs instruments au Québec qui protègent la discrimination, donc des instruments juridiques. Ceux qu'on connaît ceux qu'on entend le plus régulièrement sont les chartes, c'est-à-dire la Charte québécoise, la Charte des droits et libertés de la personne, puis la Charte canadienne des droits et libertés. La Charte, il y a certaines distinctions entre ces chartes-là. La Charte québécoise protège les gens dans leur rapport privé, c'est-à-dire vous, par rapport à votre employeur, par rapport à quelqu'un avec qui vous faites un contrat au dépanneur, etc., ainsi qu'entre vous et l'État. Alors que la Charte canadienne protège uniquement les rapports de type public, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez impliqué, mais l'État aussi. Donc, tous les rapports entre vous et votre voisin, votre ami, votre contrat, votre employeur, etc., ne sont pas couverts par la Charte canadienne. Et c'est pour ça que de plus en plus, les recours vont être pris en vertu de la Charte québécoise parce que son niveau d'application est beaucoup plus large. C'est la première chose. Donc, moi, je vais majoritairement parler de la Charte québécoise aujourd'hui. Et
pour que vous le sachiez, là, pour pas que vous pensiez que le reste du Canada n'a aucun recours en matière de discrimination privée, il existe la Déclaration canadienne des droits et la Loi canadienne sur les droits de la personne qui, dans les autres provinces, régissent les rapports privés, donc les rapports avec l'employeur, etc. J'en parlerai pas aujourd'hui parce qu'ici au Québec, on va vraiment soit sous la Charte québécoise, soit sous la Charte canadienne. Donc, pour la Charte québécoise, donc la Charte des droits et libertés de la personne, c'est l'article 10 qui énumère les motifs pour lesquels un tribunal pourrait conclure qu'il y a discrimination. Je vais vous les lire, tous les motifs, il y en a une bonne dizaine. Je n'ai pas choisi la qualification de motifs. Vous allez voir qu'on pourrait faire des thèses de sociologie sur comment le droit, des fois, se saisit de certaines discriminations et comment il les nomme. Mais sachez que cette liste-là est une liste qu'on dit exhaustive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres moyens de discrimination que les tribunaux reconnaissent en vertu de la Charte québécoise. Donc la jurisprudence a établi quels sont les motifs pour lesquels je peux conclure qu'il y a discrimination, et il n'y en a pas d'autres. Donc, les motifs qui ont été reconnus, ce sont la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, sauf dans la mesure où la loi le prévoit, on va en parler rapidement plus tard, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale et le handicap, ou l'utilisation qu'on fait d'un moyen pour pallier l'handicap. Alors ça, c'est la liste exhaustive, donc complète, des motifs de discrimination. Donc, un principe d'interprétation de la Charte québécoise que les tribunaux tentent de mettre de l'avant, c'est qu'on interprète la Charte de façon la plus libérale possible, la plus large possible, pour qu'on essaie de couvrir le plus de situations possibles, parce qu'évidemment, les cas de discrimination il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux qu'il y avait il y a 10 ans, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ils ne seront pas les mêmes dans 15 ans non plus, mais la Charte, elle, va être la même à quelques différences près. Donc, il faut avoir cette vision de la Charte qui, même si le texte demeure le même, arrive un peu à s'adapter aux différents types de discrimination qu'on connaît aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a plusieurs formes de discrimination qui sont toutes couvertes par la Charte. Donc, il y a la discrimination directe, c'est-à-dire, par exemple, dans mon restaurant, je ne permets pas aux personnes noires de venir manger. Alors, il n'y a aucun doute qu'il y a une discrimination directe évidente. Il peut y avoir, et aujourd'hui, c'est le type de discrimination qu'on voit le plus souvent, qui est la discrimination indirecte, où c'est-à-dire qu'il y a une politique de prime abord neutre, donc qui semble neutre, au moins qui est expliquée ou justifiée dans une certaine neutralité, mais qui, dans ses effets, crée une discrimination. Donc, on n'est pas du tout dans le cas de la discrimination directe où quelqu'un affiche clairement une politique raciste ou une politique discriminatoire. Je vous donne un exemple, et je vais essayer, vous allez voir, je vais essayer de faire attention de prendre des exemples qui ne sont pas uniquement liés à la liberté de religion, parce que je pense que c'est important historiquement de savoir que toute la question de discrimination et du accommodement raisonnable est née, pas pour la liberté de religion, mais pour différents autres types de discrimination. Et je pense que c'est important de rappeler, parce qu'on a un peu un discours critique par rapport à combien les chartes nous permettraient d'aller loin dans les accommodements, etc. Mais il faut savoir que tout ça, c'est né à l'extérieur de la liberté de religion, puis en fait, la liberté de religion est tout simplement un autre droit qui est garanti par la Charte. Donc, un exemple de discrimination indirecte, ce serait on n'a pas de chien dans le restaurant. Et là, vous avez une personne qui est malvoyante, qui arrive avec un chien dans le restaurant, et là, désolé, vous ne pouvez pas être au restaurant. Donc, en apparence, cette politique-là est tout à fait neutre. Et elle n'est pas justifiée là, parce qu'on ne veut pas des personnes aveugles dans le restaurant, elle est justifiée parce qu'on veut faire attention aux normes de salubrité. Mais dans cette situation-là, le tribunal pourrait dire votre norme est discriminatoire, même si votre intention n'est pas. Et ça, c'est un élément important à comprendre au niveau de la discrimination, c'est l'intention de la personne ou du gouvernement, dépendamment de qui on parle, l'intention n'est pas pertinente. La personne qui pose l'acte discriminatoire, on n'a pas besoin de prouver qu'elle voulait discriminer. Il suffit de montrer que dans les faits, ce que cette personne-là a fait était discriminatoire. Donc, ce n'est pas un moyen de défense ou ce n'est pas une façon de se sortir de la discrimination que de dire « mais moi, je les aime bien, là, les aveugles, je ne voulais pas discriminer. » Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas un motif. Et le troisième type de discrimination, c'est la discrimination qui est systémique.
Donc, on pourrait penser par exemple à différentes parties de la population, par exemple les personnes racisées ou les personnes noires, etc., ou les femmes, qui vivent des discriminations systémiques. Malheureusement, et j'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui, mais le droit a beaucoup de difficultés à adresser ces questions-là parce que ce sont des questions dont la preuve est extrêmement difficile. C'est une chose de prouver que quand moi je suis rentré Benjamin dans un restaurant, qu'on m'a pas permis de prendre mon chien alors que j'étais malvoyant, la discrimination est assez simple à établir. Quand on veut montrer que c'est parce que moi qui appartiens à une orientation sexuelle minoritaire, c'est pour ça que j'ai pas eu le poste à cause d'un système plus oppressif et discriminatoire, la preuve est complexe. C'est une preuve par expertise qui est très, très, très difficile. Et récemment, il y a eu, et je ne sais pas si Maître-Paul va vous en parler, mais il y a eu une décision de la Cour suprême qui est assez restrictive, qui est venue restreindre là, encore plus la possibilité de faire ce type de preuve-là. Donc, rapidement, je vais passer certains des motifs pour vous dire qu'est-ce qu'ils englobent et qu'est-ce qu'ils n'englobent pas. Au niveau du sexe, c'est le fait d'être un homme, une femme, mais aussi une personne transgenre, une personne en transition sexuelle. Donc, on parle de l'identité sexuelle, alors que l'orientation sexuelle, donc les personnes transgenres, lorsqu'elles requièrent lorsqu'elles prennent différents moyens juridiques, le font davantage sous la bannière ou sous le motif de discrimination sexe et non orientation sexuelle. C'est important de les différencier. L'origine ethnique ou nationale par rapport à la race et ce que le droit qualifie de la couleur. Le droit l'interprète comme l'origine ethnique étant davantage une composante culturelle, c'est-à-dire, je peux vous donner la définition, c'est l'appartenance à un groupe qui caractérise une histoire, un ensemble de traditions communes que les membres du groupe ont souhaité maintenir. Donc, on est vraiment dans une approche culturelle, sociale, qui peut avoir aussi des questions de religion. À l'inverse, au niveau de la race, on est vraiment un critère biologique. La condition sociale, c'est assez simple. Ça peut être votre revenu, votre éducation, votre emploi. Le fait d'être étudiant, par exemple, il y a quelques années, aurait pu être un motif de discrimination sur la condition sociale ou sous les opinions politiques. On aurait pu probablement argumenter les deux. Et la dernière chose, le handicap, c'est à la fois, ça peut être un handicap visible ou une limitation fonctionnelle, ça peut aussi être une maladie mentale, etc. Donc, il suffit de démontrer que c'est une maladie ou que c'est une condition qui va nuire à la personne, soit physiquement ou aussi en raison des préjugés que les gens apportent envers ça. Donc, on peut penser à la maladie mentale, à la dépression, etc. Il y a toutes sortes, ça c'est tout l'article 10, qui est le socle de la discrimination. Ensuite, il y a une série d'articles de 10.1 à 19 qui prévoient certaines situations dans lesquelles on ne peut discriminer. Je ne vais pas les passer un par un, mais sachez qu'on ne peut pas harceler ou diffuser des propos qui seraient discriminatoires en vertu de l'article 10. Ce qui est très important, on parle beaucoup de la discrimination dans l'embauche, qui est un des problèmes auxquels on fait très, très, très largement face présentement, tout particulièrement pour les catégories de discrimination visibles, c'est-à-dire pour les personnes racisées, pour les personnes avec une appartenance religieuse. Même logique au niveau des bureaux de placement d'emploi qui ne peuvent pas exercer de discrimination non plus, ni dans la réception des demandes, ni dans la classification à qui ils en envoient, etc. On peut, et ça c'est très important, l'article 18.1, on ne peut pas vous demander, quand vous appliquez sur un emploi, quelconque question qui soit liée au motif de l'article 10. Ça arrive tout le temps. Okay? Je vous le dis, c'est important, les employeurs sont bien qu'ils ne sont pas au courant, ou bien qu'ils sont au courant, puis ça leur échappe, mais sachez qu'on ne peut pas vous demander ces questions. Donc on ne devrait pas pouvoir vous demander appartenez-vous à est-ce que vous vous définissez sur une origine ethnique, est-ce que vous avez une certaine liberté, est-ce que vous avez une certaine religion, un certain culte, etc. Avez-vous telle maladie? On le voit systématiquement, on le voit régulièrement dans les questionnaires. Mais l'article 18.1 prévoit que dans un formulaire de demande d'emploi ou lors d'une entrevue relative à un emploi, on ne peut requérir d'une personne des renseignements sur les motifs visés à l'article 10. Même chose pour le congédiement, le refus d'embauche. Encore là, on ne peut pas congédier ou refuser d'embaucher quelqu'un pour ces motifs-là.
Et un dernier qui est très intéressant dans la liste, on ne peut pas congédier ou refuser d'embaucher parce que vous avez commis une infraction pénale ou criminelle. Ça aussi, c'est de la discrimination, sauf si l'infraction est reliée à l'emploi sur lequel vous appliquez. Évidemment, si l'infraction, par exemple, est une infraction de pédophilie et vous appliquez dans un CPE, là, on va pouvoir vous le refuser, ce ne sera pas discriminatoire. Mais si vous avez commis une infraction là, qui n'est pas du tout en lien avec l'emploi sur lequel vous postulez, c'est discriminatoire que de ne pas vous engager pour cette raison-là. Donc, maintenant, rapidement, comment définir s'il y a de la discrimination juridiquement? C'est un processus en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est on se pose la question, est-ce qu'il y a une distinction dans le traitement? Donc, il faut démontrer qu'effectivement, dans une situation donnée, Benjamin ne se fait pas traiter de la même façon que X personnes ou qu'un autre groupe. Donc, la première étape, c'est juste tout simplement démontrer qu'il y a la différence de traitement. Une fois qu'on a démontré que dans cette situation-là, il y a une distinction, une exclusion ou une préférence, il faut qu'on démontre que cette exclusion-là ou cette préférence-là, elle est basée sur l'un des motifs de l'article 10. Donc, ce n'est pas suffisant. On pourrait me traiter Benjamin d'une façon différente pour une raison qui n'est pas à l'article 10. Pas parce que mon âge est différent, pas parce que mon orientation sexuelle est différente, pas ma liberté de religion, mais complètement, je ne sais pas, on n'aime pas comment je suis habillé, pas par rapport à la liberté de religion, on n'aime pas un autre vêtement qui n'a aucune connotation politique, aucune connotation religieuse, on ne l'aime pas. Ça n'entrerait pas nécessairement dans la liste des critères de l'article 10. Donc, il faut dire A, je suis discriminé, on me traite différemment. B, pour une raison qui est énumérée à l'article 10. Et C, il faut prouver que cette discrimination-là a pour effet, et là je cite la Cour, de détruire ou de compromettre le droit à la pleine égalité. Donc, la Charte québécoise ne protège pas le droit à la discrimination de façon indépendante. C'est-à-dire qu'il faut toujours que la discrimination soit associée à un autre droit. Donc, il faut que je n'ai pas pu exercer mon droit à la liberté d'expression correctement parce qu'on m'a discriminé sur, ou je n'ai pas pu avoir accès au logement ou accès à l'emploi, par exemple, parce qu'on m'a discriminé. Donc l'article 10 est toujours, vous devez dans le fond toujours le coller à un autre article de la Charte québécoise. Là, vous devez dire, j'ai un droit fondamental qui a été violé, et la raison pour laquelle il a été violé, c'est parce que j'ai été discriminé. Donc, c'est le processus qu'il faut mettre de l'avant quand on parle de discrimination. Ensuite, une fois qu'on arrive devant les tribunaux, le fardeau de preuve, c'est-à-dire que la personne qui dit être discriminée doit évidemment le prouver. Et c'est ce qu'on appelle une preuve par prépondérance, c'est-à-dire 50% plus 1. Le juge n'a pas besoin d'être convaincu hors de tout doute comme en droit criminel. Le juge a simplement besoin de croire qu'effectivement, c'est probable dans cette situation-là que la personne ait vécu une discrimination. Donc, la personne doit prouver les 3 éléments de cette façon-là. Donc, le juge doit être convaincu à la fois qu'il y a eu une différence de traitement, que la différence de traitement était liée à l'un des motifs, le sexe, la couleur, la race, l'origine ethnique, etc., et que ça a eu pour effet de détruire ou compromettre le droit à l'égalité. Une fois que la personne qui vit la discrimination a montré ça au juge et que le juge dit c'est probable, il n'y a pas besoin de dire je suis 100% convaincu, juste c'est probable, le fardeau est renversé, c'est-à-dire que c'est la personne, l'employeur ou l'État, etc., qui doit démontrer que cette discrimination-là est justifiée. Donc, c'est ce qu'on appelle la discrimination prima facie. Donc, on a prouvé nos trois premiers critères, et là, ça s'enlève de nos épaules. L'idée, c'est de dire, on ne veut pas mettre un fardeau trop important pour les personnes qui pensent subir une discrimination. On est généralement déjà dans un contexte précaire. Alors, il faut trouver des mécanismes juridiques qui permettent à ces gens-là de mettre leurs droits de l'avant sans que les barrières juridiques ou judiciaires soient tellement importantes que finalement, on n'y arrivera pas parce qu'on va manquer de ressources, on va manquer de preuves, etc. Donc, on essaie un peu de faciliter cette preuve-là dans la mesure du possible. Donc, une fois qu'on a montré cette discrimination prima facie... Genre 3 minutes. Ça serait peut-être 4. Mais une fois qu'on a démontré cette discrimination-là, ça revient à l'employeur de montrer qu'elle est raisonnable dans les circonstances et qu'elle se justifie. Donc, par exemple, si on parle d'un petit commerce et
que par exemple, l'investissement qu'il faudrait faire mettrait le commerce en faillite, etc., ça se peut que ce soit raisonnable dans les circonstances. Et c'est autour de ces questions-là que je passe à la section des exceptions. Mais il faut prouver que tout ça est raisonnable et minimal. C'est-à-dire qu'il faut prouver que les différences de traitement qu'on demande, elles sont justifiées et elles sont les plus minces possibles. Donc, je vous donne certains exemples. Si c'est, par exemple, ce serait un boulot très physique, là, il faut lever des trucs qui pèsent 50 kg tous les jours, ben, l'employeur pourrait vous demander de faire un test, pouvez-vous lever quelque chose de 50 kg? Et ce serait raisonnable et minimal. L'employeur ne pourrait pas vous faire un test de dire lever quelque chose de 100 kg, ce qui éliminerait à peu près toutes les femmes pour cet emploi-là, en disant vous allez devoir lever des choses de 40 ou 50 kg, donc montrez-moi que vous êtes capable d'enlever 100. Je vous donne un exemple très un peu absurde, là, mais pour que vous compreniez qu'il faut vraiment que cette justification-là, je dis l'employeur, mais du gouvernement, ou peu importe, soit la plus basse possible, ou ce qu'on nous on appelle minimale. Et là, on a toute la question des accommodements raisonnables. Je pourrais partir pendant 1 heure, mais il me reste 2 minutes, alors je ne le ferai pas. Mais toute la question des accommodements raisonnables, moi je pense que ce qui est important de savoir, c'est que la question des accommodements raisonnables a commencé autour de questions qui étaient physiques, c'est-à-dire par exemple sur les handicaps physiques et la grossesse des femmes, pas sur la liberté de religion. Et c'est autour de ces questions-là que tout le concept d'accommodement raisonnable a été construit. Et après ça, il a été appliqué à la liberté de religion. Et on oublie de le dire là, parce que c'est très facile médiatiquement de vouloir étouffer ou pousser les accommodements raisonnables, mais en fait le fondement, c'est un fondement qui avant faisait parfaitement consensus, hein, c'est-à-dire que si une femme est enceinte, par exemple, il faudrait peut-être adapter que ce soit le lieu de travail ou le transport en commun pour que la femme enceinte n'ait pas à être debout. Je donne des exemples très triviaux, là. Mais c'est comme ça que les concepts des accommodements raisonnables sont nés. Puis on a tout simplement dit que la liberté de religion est un autre motif de discrimination valable, protégé par les chartes. Donc il n'y a pas de raison pour que l'accommodement raisonnable s'y applique pas. Je vais passer très vite là-dessus. En fait, je vais passer tout court. Puis en fait, la dernière chose que je vous dirais, parce que Maître Bois va vous parler plus spécifiquement de la Commission des droits de la personne, c'est que les tribunaux, ce qu'on appelle les tribunaux de droit commun, donc la Cour supérieure, la Cour du Québec, etc., sont aussi compétentes en matière de discrimination. Mais il y a des grands avantages, évidemment, dans la Commission des droits de la personne. Évidemment, les frais sont vraiment moindres. La Commission a des pouvoirs d'enquête, donc fait un peu le travail pour vous. Vous n'avez pas à générer toute la preuve nécessaire, les frais qui sont liés aux avocats, etc. Par contre, il y a différentes situations où vous pourriez vouloir aller devant les tribunaux communs, ce qui est, moi, c'est ma pratique, donc je ne fais pas de pratique dans les droits de au niveau de la Commission des droits de la personne. Par exemple, si la Commission des droits de la personne, pour une raison ou une autre, décidait de ne pas saisir de votre plainte, de vous déposer une plainte et la Commission ne fait pas enquête, vous pouvez vous-même prendre votre motif de plainte et aller plutôt devant la Cour supérieure. Donc, la Commission des droits de la personne, ce n'est pas le dernier arrêt pour la discrimination. Vous avez d'autres forums pour faire valoir votre droit. Et l'autre cas qu'on voit le plus souvent, c'est toutes les demandes d'inapplicabilité ou d'inconstitutionnalité. Donc, plutôt que de demander une réparation, je finis là-dessus, plutôt que de demander une réparation, de dire j'ai été discriminé dans telle situation, j'aimerais recevoir une compensation monétaire, de prendre une approche qui est peut-être plus activiste judiciairement et de dire non, cet article de loi-là, ou cette façon dont le gouvernement traite les gens est hautement discriminatoire et je veux que cet article-là soit invalidé, que son application disparaisse du droit. Et le cas échéant, il faut aller devant un juge, devant un tribunal commun. C'est vrai pour les dispositions de liberté de religion, pour moi, mon dossier présentement, ce sont les personnes transgenres. Si je voulais une réparation pour une personne transgenre qui considère avoir vécu une discrimination, on pourrait aller devant la commission et espérer qu'à la fin, cette personne-là ait un dédommagement financier ou autre. Mais si ce qu'on veut, c'est faire changer le droit, puis on veut que les marqueurs de genre, etc., sur les papiers de l'état civil, soient modifiés pour que les autres personnes ne subissent pas cette discrimination-là. Donc, si on est dans une approche de type politique publique, changement des lois, alors là, il faut vraiment s'adresser à un juge et la commission ne peut pas faire ce travail-là. Donc, je vais vous redonner la parole, puis vous allez la donner à mes voix.
Merci beaucoup, Maître Prudhomme, pour cette présentation. Ça fait vraiment le tour de la question de façon très succincte, donc merci beaucoup. Notre deuxième panéliste est Maître Claude Bois, qui est avocat. Après avoir travaillé une quinzaine d'années au sein du réseau de l'aide juridique, il a intégré en 1996 le contentieux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Entre 1999 et 2012, il a occupé différents postes de directeur au sein de la direction des enquêtes de la Commission. De 2012 à février 2016, il a occupé les fonctions de secrétaire et directeur du contentieux de la Commission. Et au cours des derniers mois, il a principalement travaillé dans le cadre des travaux entourant le projet de loi 59 portant sur le discours haineux. Donc, merci encore d'être présent. C'est à vous la parole, 15-20 minutes. Merci. Merci à Maître Prudhomme. Je pense qu'effectivement, il a fait un tour qui me facilite la tâche beaucoup pour essayer de comprendre ou mieux comprendre ce qu'est la discrimination. Je commencerai aussi en disant que c'est vrai que les dernières semaines, j'ai travaillé sur un dossier en particulier, qui est celui de l'adoption du projet de loi 59, parce que vous êtes ma dernière activité à titre de membre du personnel de la commission. Je prends ma retraite de la commission et je la quitte mardi. Alors donc, je vais partager ce moment-là avec vous d'activités plus officielles de la commission. Alors donc, mon objectif aujourd'hui, c'est un peu de vous faire comprendre ou saisir ce que certains pourraient appeler un parcours compliqué, mais il ne l'est pas plus que tous les autres processus d'enquête, mais je vais tenter de vous expliquer à partir du moment où on pense ou on croit avoir été discriminé. Un des recours qui nous est possible, c'est celui de déposer une plainte à la commission. Alors donc, je vais essayer de vous situer un peu, je vais faire rapidement un peu le tour des mandats de la commission, des responsabilités que la commission a en regard de ces mandats-là. De façon plus spécifique, qui nous concerne tous aujourd'hui, quelle est la compétence d'enquête de la commission? La commission n'a pas une compétence d'enquête par rapport à tout le contenu de la Charte des droits et libertés de la personne. Et dans un quatrième temps, je vais m'attarder de façon plus spécifique au traitement d'une plainte à la commission pour finalement vous donner quelques statistiques pour peut-être défaire certains mythes à l'égard des délais, notamment à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, premièrement, la Commission a trois principaux mandats, sinon les seuls mandats, mais il y a des choses qui tournent autour de ça. Le premier mandat, celui qui nous occupe aujourd'hui de façon particulière, c'est veiller au respect des principes énoncés dans la Charte. Alors donc, un mandat assez large, bien que la Charte n'appartienne pas à la Commission. La Commission est un acteur, une actrice, par rapport à la mise en œuvre de la Charte, mais n'est pas le seul tenant des droits qui sont mentionnés. On vient de le voir, mais Prudhomme dit, ben oui, moi j'ai un client et il veut faire valoir des droits, donc il va voir un avocat et il entreprend un recours pour faire en sorte de faire respecter certains droits énoncés à la Charte québécoise. Donc, on n'est pas les seuls tenants de ça, mais on est un acteur, je dirais, privilégié. Deuxième mandat, c'est veiller à la protection de l'intérêt de l'enfant et au respect des droits qui lui sont reconnus par la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, d'où le fait qu'on a un nom très long à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. On a fusionné deux organismes qui font en sorte qu'on a un mandat lié à la protection des enfants et on est un peu le chien de garde des directions de la protection de la jeunesse. Et un troisième mandat qui est celui de veiller à l'application de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Alors, tout un autre pan qui appartient à la Commission et dans lequel on travaille pour faire en sorte que tous aient un accès égal à un emploi selon un exercice qui, ma foi, est parfois complexe, mais fait en sorte qu'on essaie de faire que tout le monde ait une chance égale, qu'importe son origine, sa race, sa couleur, son sexe, ait un accès à un emploi. Donc, de ces trois principaux mandats-là, il y a des responsabilités qui sont rattachées à chacun des mandats. Hein, il y a le mandat de la promotion. La responsabilité est liée à la promotion, donc
plusieurs éléments où on fait à la commission de la prévention, de la promotion, de l'éducation, de la coopération pour s'assurer de faire en sorte de faire connaître la charte, faire connaître les droits, faire en sorte qu'elle s'intègre dans les activités du quotidien à l'égard des personnes, des groupes et même ultimement du gouvernement. Il y a tout l'aspect de l'accès à l'égalité, je vais passer par-dessus, mais là aussi il y a comme des responsabilités. Ce qui nous intéresse plus, c'est les responsabilités liées à la défense des droits. Et donc, la principale responsabilité qui est rattachée à ça, c'est de faire enquête, de faire des enquêtes liées à des situations. Donc, la commission peut faire des enquêtes de deux façons, ou ça peut être initié de deux façons, soit de notre propre initiative. La commission a un pouvoir, et c'est rare les organismes qui ont ce genre de pouvoir-là, c'est d'initier elle-même une enquête par l'environnement, par les informations qu'on a, notamment liées à nos activités de promotion, où on va être informé par notre intégration au milieu de dire, ben oups, il y a une problématique qui surgit et qui fait en sorte qu'on devrait s'y intéresser et quitte à faire des enquêtes liées à cette problématique-là et ultimement même d'aller devant les tribunaux liés à cette pratique-là. Je vous donne un exemple qui était celle des médecins formés à l'étranger. On en a reparlé dernièrement ça fait 6 ans que moi je parle de ça. On a fait des enquêtes, on a démontré qu'effectivement les médecins formés à l'étranger étaient discriminés à l'égard des médecins qui étaient formés au Canada ou aux États-Unis. Alors, on tourne un peu en rond, là. Il y a des organismes qui maintiennent un certain contrôle sur qui entre ou n'entre pas. Alors donc, c'est un exemple dans l'exemple que je vous donne par rapport à des situations où on peut enclencher nous-mêmes une enquête. Ce qui est le plus fréquent, c'est lorsqu'une plainte lui est adressée. Donc, des personnes ou des groupes de personnes qui viennent à la commission en déposant une plainte pour dire « ben, je voudrais que vous enquêtiez. » Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas enquêter sur n'importe quoi. C'est sur toute situation qui lui paraît constituer un cas de discrimination. On l'a dit tantôt, on peut voir un de nos droits qui nous est attribué par la charte atteint ou compromis, mais pas nécessairement lié pour un motif de compromission, pour un motif de discrimination, je mets mes mandats là, pour un motif de discrimination. Alors, à partir de ce moment-là, la commission n'aurait pas la capacité, le pouvoir de faire une enquête. Il faut vraiment que, et on va le voir un peu plus loin, c'est quoi les conditions qui sont celles qui font qu'une plainte est recevable à la commission, mais c'est vraiment uniquement dans les cas de discrimination que la commission va pouvoir se saisir du dossier, mener une enquête dans le cadre d'un processus qu'on va voir, puis éventuellement saisir le tribunal. Donc, on l'a dit tantôt, je vais juste revenir là-dessus, dans le sens où la commission peut faire enquête dans les cas de discrimination fondés sur des motifs interdits, donc des motifs de discrimination interdits par la charte, et dans un des domaines protégés. On va regarder ça aussi. Dans quel secteur ou dans quel domaine la commission peut intervenir en regard de certains droits qui sont compromis. On parle beaucoup de discrimination. En plus petit, sur le diapo, vous voyez que la commission a aussi des pouvoirs d'enquête liés au harcèlement en regard des motifs interdits. Mon avis à moi, c'est que le harcèlement discriminatoire est une forme de discrimination, mais la charte prévoit ça dans 2 paragraphes, fait que, bon, de grands juristes ont décidé que c'était 2 notions différentes. Tant qu'à moi, je pense que ça devrait tout simplement être intégré, puis le harcèlement discriminatoire est une forme de discrimination. Cela dit, on a aussi un mandat, un pouvoir d'enquête lié à l'exploitation des personnes âgées ou handicapées. C'est quelque chose de très particulier. On le voit, de plus en plus de personnes âgées se font exploiter par des gens qui les entourent, la commission, de façon très particulière. Hein. C'est pas lié nécessairement à ce qu'on apparente à des droits fondamentaux, mais les personnes âgées ont un droit fondamental à être protégées contre toute forme d'exploitation. Alors la commission fait des enquêtes là-dessus. Puis sur les représailles, quand quelqu'un fait une démarche à la commission ou est témoin dans un dossier de la commission, s'il est victime de représailles de la part de quelqu'un, bien, il peut déposer une plainte à la commission pour faire une enquête. Qu'importe le dossier principal, on va vraiment ouvrir un dossier spécifique par rapport à la situation que vit la personne en lien avec
une démarche qu'elle a fait ou qu'on fait auprès d'elle dans le cadre d'une enquête à la commission. Donc, ça, on l'a vu très clairement. Je pense que Mme Prudhomme a très bien expliqué ce qu'est la discrimination. Et effectivement, dans la définition de discrimination, il y a comme trois éléments. Là, hein. C'est un traitement, un avantage, quelque chose qui fait en sorte qu'on se distingue, un traitement différencié qu'on appelle. Hein? Bon, alors, il faut d'abord qu'il y ait ça, qu'on puisse avoir du comparatif. Moi, j'ai été traité de telle façon, puis habituellement, c'est pas de cette façon-là, ou mon voisin n'est pas traité de la même façon. Et là, ben, la mesure où est-ce qu'on est capable de rattacher ça à un motif de discrimination, un motif interdit, bien, ça devient de la discrimination. En autant qu'on ajoute un troisième élément qui est celui que c'est dans l'exercice d'un droit. Il faut aussi que ce soit lié à quelque chose de particulier. C'est pas je suis assis dans mon salon et je dis bon, un matin je suis discriminé. Non, il faut que ça soit lié à quelque chose qui fait en sorte que ça nous empêche ou ça diminue la capacité d'exercer des droits fondamentaux qui nous sont reconnus au travers des dispositions de la Charte. On l'a dit tantôt, il y a différents motifs. Âge, conditions sociales, on l'a très bien expliqué, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, j'ai ajouté antécédent judiciaire. Effectivement, c'est un article à part, il y a un régime particulier. C'est uniquement dans le secteur du travail qu'on est protégé par rapport à nos antécédents judiciaires. Mais il n'en a pas moins que ça s'apparente à un motif de discrimination. Alors, tout dépendant de qui on lit, ben, il y a 10, 11, 12 ou 13 motifs de discrimination, là, mais j'ai essayé de les inclure tous, qu'importe leur provenance ou leur disposition dans la Charte. Et les domaines, c'est important. Alors donc, dans le secteur du travail, on en a beaucoup parlé tantôt, c'est vraiment un secteur ou un domaine dans lequel, et c'est la majeure à la Commission, les dossiers d'enquête, on va le voir tantôt, proviennent principalement du domaine du travail. Il y a le domaine du logement aussi, le domaine des services, des transports et des lieux publics, et finalement, tout le domaine des actes juridiques. Les contrats d'assurance, par exemple, c'est un bon exemple, qui font en sorte que c'est un domaine dans lequel l'exercice des droits fondamentaux peut mener à certaines formes ou à différentes formes de discrimination. Un tableau là, qui peut apparaître complexe, mais qui est relativement simple. Puis je vais vous demander de vous attarder à la colonne de gauche, hein, qui sont les principales étapes d'une plainte à la commission. Alors donc, effectivement, ça commence par une démarche. Là, on ne se situe pas dans une enquête de notre propre initiative à la commission, mais quelqu'un qui dit que dans sa vie, il pense qu'il a été victime de discrimination. Il va venir à la commission. Quand je dis va venir, il va plutôt appeler 95% des plaintes qui sont déposées à la commission le sont par la voie du téléphone. Il y a une équipe de techniciennes chevronnées qui font en sorte qu'ils ne font que ça, spécialisés, encadrés, qui reçoivent les plaintes pour d'abord écouter la personne puis voir si effectivement ça fait référence au pouvoir d'enquête de la commission, généralement parlant. On va le voir tantôt, j'ai des chiffres, 15 000 appels par année. On fait beaucoup de références. Les gens appellent à la commission droit, ils vont soumettre le cas en disant, moi j'ai vécu ça, Alors souvent, on va faire de la référence. Je l'ai indiqué, protecteur du citoyen, curateur public, à des organismes de défense, au barreau du Québec, parce qu'on pense que la personne effectivement a vécu quelque chose, mais c'est par l'entremise d'un avocat qui pourrait la représenter devant un tribunal de droit commun, qui pourrait faire valoir l'exercice de son droit, donc la protection de son droit. Donc, c'est le genre de référence qu'on va faire, beaucoup. On va aussi, à cette étape-là, faire beaucoup d'informations, parce que les gens vont se poser des questions, vont appeler chez nous pour dire, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que si j'ai vécu ça, c'est ici? Alors donc, les techniciens en information vont beaucoup donner d'informations aux gens, et même quand ça finit par aboutir par une plainte, souvent ça va prendre quelques téléphones avant que la personne décide de déposer une plainte, en recevant de l'information pour bien l'intégrer et à faire le lien entre ce qu'elle a vécu et effectivement ce qui est protégé par rapport au pouvoir d'enquête de la commission. Donc, la personne peut déposer une plainte, il va y avoir une étape de recevabilité. En d'autres termes, c'était un des thèmes de notre programme, qu'est-ce qu'une plainte recevable à la commission? C'est pas parce que quelqu'un appelle et dit, moi je pense que j'ai été discriminé, donc j'aimerais que vous preniez ma plainte, puis
Parce que quand on pèse sur le bouton, ça entraîne beaucoup de conséquences par la suite. Alors donc, il faut vraiment s'assurer, ne serait-ce pour la personne elle-même, s'assurer qu'il y a quelque chose dans ce qu'elle nous raconte qui fait en sorte que c'est une plainte qui est recevable, puis ça peut mener à quelque chose. Et on va regarder principalement 3 affaires. Puis on en parle depuis tantôt. Dans ce qu'elle nous raconte, la personne, il y a quelque chose qui apparaît comme étant une distinction, une exclusion, une préférence. Deuxièmement, naturellement, un motif de discrimination. Puis troisièmement, un droit compromis. Alors, ce sont ces 3 éléments-là qui vont faire en sorte qu'on va déterminer qu'une plainte est recevable à la commission. Des fois, les gens ne sont pas capables de bien identifier, on va les aider à bien identifier. Oui, bien oui, regardez le motif, il est là. Regardez, le droit compromis, c'est celui-là. Alors, on va tenter, les techniciennes sont encore une fois très formées pour aider de faire en sorte, les gens à faire en sorte que leur plainte devienne recevable. Naturellement, ou malheureusement, on est en mesure des fois de dire à la personne, écoutez, non, c'est pas recevable, il manque un des éléments. Puis naturellement, il ne faut pas que ce soit uniquement sur des impressions. Il ne faut pas que, moi j'ai l'impression que j'ai été discriminé, mais encore, à ce stade-là, c'est sûr qu'on ne demandera pas à la personne de nous arriver avec des preuves fermes. C'est notre travail de faire l'enquête pour aller chercher des éléments de preuve. Mais il faut quand même qu'il y ait un minimum, faire en sorte de dire, oui, on est capable de rattacher des choses au-delà de juste des impressions. Parce que les impressions, ça m'amène devant un tribunal, là, ça vaut pas grand-chose. Puis nous, naturellement, on a l'obligation de regarder ça sous l'angle de la preuve qu'éventuellement on devrait faire devant un tribunal. Et pas créer à la personne des possibilités alors que dès le départ, on sait que la possibilité mènera nulle part. Donc, après la recevabilité, le dossier va être transmis à un conseiller en évaluation qui va vraiment regarder le dossier, qui va, et principalement tenter de voir s'il y a moyen, et vous voyez la flèche vers la médiation, de voir l'ouverture des parties à s'asseoir et de tenter de trouver un règlement, sans que le processus d'enquête s'enclenche, sans qu'éventuellement on aille devant le tribunal. Et on a vraiment une équipe de médiateurs spécifiques à la commission, formés. Même des gens qui donnent des cours dans certaines universités. Donc, des gens qui sont spécialisés en matière de médiation en droit de la personne, de médiation interculturelle aussi. Alors, donc, on va tenter vraiment de voir cette possibilité-là avec les parties. Naturellement, c'est volontaire. Si la personne a dit non, je ne suis pas intéressé, le dossier va suivre son cours. Dans un deuxième temps, c'est confidentiel, ça va, en autant que les parties le veulent, ça va demeurer confidentiel tout le long du processus et tout ce qui est dit au niveau de la médiation, ça va rester en médiation, ça ne sera pas considéré dans le cadre de l'enquête si jamais ça se poursuit en enquête. Naturellement, c'est rapide, plus rapide qu'un processus d'enquête qui est souvent complexe aussi, avec certaines oppositions, en plus des avocats qui viennent compliquer les affaires pour la plupart du temps. Alors, c'est impartial. La commission à cette étape-là, elle est impartiale. Pas neutre, comme je l'ai marqué, parce qu'on est les tenants de la charte. Donc, on ne pourra pas faire en sorte que de laisser passer un règlement qui ne respectera pas les droits fondamentaux. Alors donc, on n'est pas neutre, on est impartiaux par rapport aux parties qui sont devant nous, soit la partie plaignante ou la partie mise en cause à qui est reproché des propos et comportements discriminatoires. Alors, la médiation, des rencontres peuvent se faire, puis ça peut mener à un règlement. Un règlement qui, pour une grosse partie, est souvent monétaire, c'est-à-dire qu'on va tenter de, par des dommages matériels, moraux, punitifs, de remettre les parties ou de remettre les parties dans l'état où ils étaient. Et au-delà de la mesure, je dirais, monétaire, on va aussi tenter d'avoir d'autres mesures de type plus général, plus d'ordre public. Bon, par exemple, si chez un employeur, on va tenter de faire en sorte que l'employeur adopte une politique antidiscriminatoire. Des choses comme ça. 2 minutes, wow. Alors, vous voyez un peu le genre de situation sur laquelle on veut travailler. Si ça ne marche pas, ou si ça n'a pas été accepté, bien, on va passer à l'enquête. Et l'enquête, c'est pour vérifier si la discrimination peut être prouvée, puis qu'il en résulte un préjudice matériel ou moral pour le plaignant.
On a des pouvoirs exceptionnels à la commission des pouvoirs d'enquête que peu d'organismes ou d'organisations ont. On a les pouvoirs des commissaires enquêteurs. Donc, comme la commission Charbonneau, là, on a les mêmes pouvoirs de la commission Charbonneau. Alors, on peut rentrer chez les gens, on peut convoquer des gens, on peut leur demander d'amener certaines choses. Alors, vous voyez un peu. Bon. Ultimement, après l'enquête, ça va être soumis à un comité des plaintes qui va déterminer. Le comité des plaintes est constitué de membres qui ne sont pas membres du personnel de la commission, mais ce sont des gens qui sont nommés par l'Assemblée nationale. Donc, pour assurer l'impartialité et le détachement. Qui vont déterminer est-ce que oui ou non, il y a une preuve suffisante de discrimination. Et à partir de là, s'ils disent non, ben, on va fermer le dossier. S'ils disent oui, ben, on va émettre des mesures de redressement. Des mesures de redressement, encore une fois, qui vont à l'aide d'ordre monétaire ou de d'autres types de mesures auxquelles les parties vont avoir l'opportunité de soit se soumettre, dire ben, OK, c'est correct, on va se soumettre à ça. Ou encore, ils peuvent dire, ben non, on ne se soumettra pas à ça. Et à partir de là, on prend fait et cause pour la partie plaignante et on va déposer devant le tribunal des droits de la personne un recours en discrimination contre l'individu, contre l'employeur, contre le gouvernement. D'ailleurs, notre mise en cause, je pense encore ça, qu'on poursuit le plus devant les tribunaux, c'est le gouvernement. Alors, donc, vous voyez que souvent, on n'est pas nécessairement un exemple en matière de comportement de discrimination. Je vais laisser passer là-dessus. Vous voyez, alors 56% de nos dossiers sont dans le secteur ou dans le domaine du travail. C'est la majeure. Et quand on le lit au motif handicap, qui est lui représenté à 36% de nos dossiers, ben, ce sont là notre pain quotidien, c'est ça, les dossiers dans lesquels on travaille le plus, secteur du travail, handicap. Je vous ferai juste remarquer quand certaines personnes ont tendance à penser que la religion occupe toutes nos journées à la commission, c'est 3% de nos dossiers. Alors donc, des plaintes, on n'en a pas tant que ça, on en a, on les traite, mais c'est loin d'être une problématique majeure par rapport à ce qui est dénoncé à la commission comme étant des situations de discrimination. Je finirai là-dessus quant au délai, parce qu'il y a toutes sortes de mythes par rapport au fait que quand on dépose une plainte à la commission, ça prend 10 ans avant d'avoir un résultat. Ben, c'est pas tout à fait ça. Je passe mon temps et j'ai pris toutes mes énergies pendant que j'étais à la commission pour essayer de dénoncer ça. Naturellement, c'est sûr que ces fois, c'est complexe. Je le disais à la blague tantôt. Quand les avocats arrivent, ben, c'est sûr que, ben là, il y a toutes sortes de choses qui font que ils vont demander, pour bien représenter leurs clients, des délais, des preuves, des contre-expertises, des expertises. Bon, et ça, c'est certain que ça engendre des délais. Mais dans la déclaration de service aux citoyens en matière de charte, on a un engagement à l'effet qu'on va traiter le dossier, à moins qu'il y ait des complications particulières, dans un délai de 18 mois maximum. Dans notre délai moyen du traitement, c'est en bas de ça. Alors donc, on est en bas de 450 jours, on est à 400, même pas le 388 jours. Et ce qui est encore plus important, là je vais terminer là-dessus, c'est que 480 dossiers qu'on a traités, finalisés en 2014-2015, c'est 55% de nos dossiers, ça, de l'ensemble des dossiers qui ont été finalisés dans cette année-là, l'ont été à l'intérieur de délai moyen de 170 jours. Alors ça, c'est moins de 6 mois, parce que, bon, plusieurs dossiers vont en médiation, ce qui fait que ça réduit le temps. D'autres dossiers sont plus simples, sont traités, puis c'est certain que, bon, d'autres dossiers sont de grande complexité, notamment les dossiers de profilage racial, qui interpellent certaines organisations. C'est sûr que dans ce temps-là, les délais peuvent être s'allonger, mais de façon générale, il y a moyen d'avoir des résultats à la commission à l'intérieur de délais relativement intéressants. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Maître Bois, d'avoir surtout vulgarisé et démystifié tout le processus de la commission. Donc, j'ai envie de vous poser des questions, mais je vais aller vers le public avant. On vous rappelle, les deux petites consignes, c'est soyez succinct, on va vous laisser parler, mais pas trop, donc 2 minutes, commentaires ou questions, et aussi les propos haineux ou irrespectueux ne seront pas tolérés. Donc, c'est à vous.
Oui, c'est ça. Surtout devant la commission. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui se lancent avec des questions? Oui, donc, c'est ce micro qu'on utilise? Oui? OK. Donc, je peux faire ça. Peut-être commencer par ce qui est le plus facile pour moi, Monsieur Blois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est la différence entre la législation fédérale sur les criminels et la loi 59 et pourquoi avoir adopté la loi 59? Bon, je peux bien, mais je pense pas que c'est l'objet du, c'est l'objet de l'atelier aujourd'hui. Mais ce que je peux vous dire succinctement, c'est que bon, la législation fédérale est de nature criminelle et vise des propos spécifiques par rapport à un individu spécifique. Alors que le projet de loi 59, naturellement que je n'ai pas à défendre, c'est pas moi le gouvernement. Moi, tout ce que je fais, c'est d'y travailler en fonction du fait que le gouvernement a donné à l'intérieur de ce projet de loi-là un mandat d'enquête à la commission en regard d'éventuelles plaintes qui pourraient être déposées en regard de propos haineux. Alors, donc, le nouveau projet de loi prévoit des dispositions qui empêchent et qui prévoient des recours civils contre une personne qui pourrait tenir des propos, un discours haineux ou menant à la violence contre, par exemple, un groupe d'individus protégés en regard d'un des motifs prévus à la Charte. Alors, c'est pas la même chose. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des dernières années, je pense qu'il y a eu 6 accusations en vertu de cette disposition-là du Code criminel. C'est pas utilisé. Le niveau de preuve est assez important. Hein? On le parlait tantôt, c'est du hors de tout doute raisonnable. Alors, et la démarche d'un individu en regard d'une plainte au criminel n'est pas la même que dans un contexte d'un processus civil. Alors, donc, c'est la principale distinction-là que je vous ferai. Je peux poser à M. Pouillon ou quelqu'un d'autre? Une question de curiosité qui est peut-être une question de drôle. Pardon, excusez. Je ne comprends pas pourquoi la Commission n'a pas le droit d'invoquer un changement de loi sur le motif de non-constitutionnalité d'une mesure ou quoi que ce soit, alors qu'elle est l'instance au Québec, par exemple, qui juge de la constitutionnalité des lois. Je comprends pas. Juste avant que je vais laisser mes collègues me répondre, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Commission, elle ne peut pas le déclarer. Alors, de toute façon, on va devoir aller devant un tribunal. Et là, on pourrait faire un débat juridique, savoir est-ce que le tribunal des droits de la personne a une compétence pour déclarer. Bon, alors, d'où ces distinctions-là à faire dans la mesure où est-ce que le principal objectif est de faire déclarer inconstitutionnelle une loi ou une partie d'une loi, une partie d'un article. Mais c'est déjà arrivé à la Commission. D'ailleurs, actuellement, on a devant le tribunal un recours pour faire déclarer inopérant certaines dispositions. On l'a fait par rapport au Code civil et dernièrement par rapport à des lois au niveau des élections municipales. Vous êtes en droit familial, j'ai un peu travaillé là-dessus sur les questions de divorce et d'adoption, kafala et tout ça. Je voulais savoir, est-ce que la loi sur la kafala a été finalement changée au Québec ou même au niveau fédéral pour l'immigration ou pas? Pour l'immigration? Oui, parce que selon les dispositions du droit d'immigration, les enfants sous kafala ne sont pas admis, logiquement, à l'immigration, ne sont admis que les enfants sous tutelle. Et la kafala n'est pas considérée comme une tutelle juridiquement ici. Honnêtement, malheureusement, je n'ai pas la réponse. Je suis désolé. Je pourrais l'avoir, mais je ne l'ai pas en ce moment.
C'est moi qui n'ai pas respecté un des consignes, c'est-à-dire on prend 3 questions à la fois pour donner la chance à plus de personnes de poser la question. D'ailleurs, vous pouvez faire la file ici. Bonjour, merci pour vos présentations. Le 3% des dossiers qui ont affaire aux motifs religieux, c'est 3% de quoi? Des plaintes au moment de l'enquête, au moment du tribunal? Non, c'est 3% des dossiers ouverts. Donc, une plainte a été jugée recevable et qu'un dossier d'enquête a été ouvert. Donc, c'est à partir de l'enquête? Oui. D'accord, merci. Oui. Et mon autre question, c'est, on a vu pendant la crise des accommodements raisonnables, dans la sphère médiatique, il y avait un décalage entre la réalité et ce qu'étaient les affaires, ça c'est clair, j'ai pas de problème avec ce là, mais il y a comme une espèce de fantasme selon lequel il y a une compétition entre les droits, notamment religieux et sexuels. Moi, ce que je veux savoir, c'est juridiquement, est-ce que ça existe, cette compétition-là, ou c'est juste un fantasme populaire? Est-ce qu'il y a des cas qui se posent où, dans la réalité juridique, il y a une hiérarchisation des droits? Est-ce que ça existe? Non. La réponse courte et simple, c'est non. Et la commission s'est toujours battue pour s'assurer que parce que dans un de ces mandats, la commission, c'est de regarder tous les projets de loi qui passent et de les commenter ultimement pour s'assurer qu'ils sont conformes aux dispositions de la Charte. Et c'est sûr que dans certaines propositions d'amendement, tout dans la mouvance de laïcité et tout ça, ben là, on a eu tendance des fois à vouloir hiérarchiser les droits. Et c'est jamais arrivé. Au moment où on se parle, c'est une question d'équilibre. C'est certain qu'à certains moments, dans l'exercice des droits, il va y avoir une confrontation entre un droit et un autre. Et nous, ce qu'on invoque, c'est que c'est à la société de façon générale, aux individus, aux organisations, qu'ultimement, ça ne fonctionne pas aux tribunaux, de déterminer quel est l'équilibre qu'on doit assurer par rapport au respect de chacun des droits fondamentaux qui sont énoncés à la Charte. Donc, il n'y a pas de hiérarchisation ou de hiérarchie à l'intérieur des droits qui sont énoncés à la Charte. Oui, en fait, peut-être que ce que j'ajouterais pour rendre peut-être plus simple, ce qu'on tentait de faire, en fait, lorsqu'on a proposé que l'égalité entre les sexes devienne un peu le critère principal ou premier lorsqu'il y a des conflits entre différents droits. Là, ce qu'on proposait, en fait, c'était une hiérarchisation, c'est-à-dire, dans la mesure où on se retrouve dans un conflit, voici, s'il y a un conflit, voici celui qu'on va faire gagner. Il faut comprendre que quand on parle de ces conflits-là, de ces accommodements raisonnables, on est vraiment dans une logique de cas par cas. On ne fait pas un jugement sur une hiérarchie des droits en général. On ne dit pas systématiquement la liberté de religion devrait gagner, systématiquement l'égalité des sexes devrait gagner. L'idée, c'est justement de permettre à différentes institutions qui ont des compétences de dire là, on est dans une situation très, très, très particulière. Voici ce qui s'est passé. Et dans cette situation-là, il y a telle et telle et telle façon de s'assurer que l'atteinte est la plus minimale possible à l'un ou à l'autre des droits. Donc, l'idée, c'est qu'on ne hiérarchise pas, puis ce que l'absence de hiérarchie permet, c'est un traitement très, très, très factuel, puis très, je l'ai juste en anglais, le fact-based. On est dans une situation précise qui demande un remède très, très, très précis, qui parfois peut être interprété comme étant à l'encontre d'un ou l'autre des principes. C'est un peu ce qui s'est passé pendant la crise. Puis ça ne veut pas dire qu'on analyse systématiquement tous les accommodements. Ça veut pas dire que tous les accommodements sont raisonnables. Tout ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet d'entrer dans un processus où on peut offrir à une personne qui a subi une discrimination spécifique le remède qui est le plus, en anglais on dit tailor-made, mais qui est le plus approprié, le mieux ficelé pour tenter justement de diminuer cette discrimination-là ou de la faire disparaître. Évidemment, à partir du moment où on hiérarchise les droits, on s'enlève cette souplesse-là. Évidemment, on peut en discuter si ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, mais c'est sûr que cette souplesse qu'on a dans l'analyse des situations diminue au fur et à mesure où on dit tel droit doit être prioritaire, peu importe quelle est la situation. Mais évidemment, on se retire une marge de manœuvre dans les situations précises. Bonjour, merci pour vos conférences.
La commission avait émis un document, je ne me souviens pas en quelle année, je vais dire, disons 2005 environ, un document synthèse, je pense que c'est Paul Hay qui l'avait écrit, qui faisait une synthèse des cas d'accommodement, et non pas les dossiers ouverts, les dossiers clos, je crois. Puis ça s'attuait, par exemple, à l'époque, en 2000, je prends des chiffres fictifs, en 2002, 2005, je crois que c'était sur 3 ans, on avait dit, il y avait finalement, contrairement à l'image populaire, il y avait eu 30 dossiers d'accommodement raisonnable qui avaient abouti. Là-dessus, il y avait des stats qui nous disaient, bien, finalement, dans les 30 qui étaient de nature religieuse, la moitié était faite de chrétiens, et puis il y avait 8 juifs, 8 musulmans. Puis à l'intérieur de ça, les plaintes n'étaient pas liées au hijab ou des trucs comme ça, c'était souvent une discrimination à l'emploi. C'est significatif que ce dossier synthèse hyper connu des milieux qui s'intéressent à ça a été quand même publié ou rendu public avant la crise de l'accommodement raisonnable. Au début, hein, au début. Oui, ben c'est ça, mais donc après, il y a eu l'enflux médiatique. Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'il y a eu une suite à ça? Est-ce que les stats ont continué pour qu'on voit... Ben, écoutez, tous les 2 mois, il y a un journaliste qui appelle à la commission pour nous demander de sortir des statistiques à jour. Donc, on le fait dans le cadre de ces demandes-là, ou à l'occasion, quand un président ou les vice-présidents vont donner une conférence, on va mettre ces stats-là à jour, et ça se maintient. Sinon, parce qu'on a une équipe qui est liée aux accommodements raisonnables, où les employeurs peuvent appeler pour dire, écoutez, je suis pris avec ça, pouvez-vous m'indiquer les guidelines, les critères à partir auxquels je suis soumis pour tenter de trouver un accommodement. Donc, nous, on ne prend pas position, mais on tente d'informer, de former, d'indiquer à l'employeur un peu le cadre à l'intérieur duquel il doit recevoir cette demande-là, puis décider de la demande d'accommodement raisonnable. Et c'est en matière, encore une fois, c'est au niveau du travail, naturellement, puis au niveau du handicap qu'on a une majorité de demandes. Les demandes qui nous sont soumises à l'intérieur de ce service-là d'accommodement raisonnable, c'est lié au handicap, mais non pas à la religion, de façon majoritaire. Alors, c'est encore plus significatif que ce l'était dans le temps où, comme M. Prudhomme le disait tantôt, tout le phénomène d'accommodement a été initié dans un contexte de dossier d'handicap et non pas de religion. C'est encore le cas où ce concept-là est le plus utilisé à la commission. Donc, je comprends bien, c'est que 10 ans passés, ce rapport-là, on n'a pas un document synthèse. Non, pour répondre, non. Non. OK, on s'entend que c'est une grosse lacune, compte tenu du sujet, ne serait-ce que pour répondre ce que vous savez, là, les confusions médiatiques. Oui. Mais l'autre chose que je retiens, alors, selon votre impression et votre connaissance de dossier, on peut quand même avancer l'idée que les proportions qu'il y avait au rapport 2005, ça s'est maintenu comme ça. Oui, minimalement, oui. Bon, on est en business. Oui. Je ne suis pas bien informé là, sur ce qui s'en vient sur la table de travail des gens à la direction de l'éducation. Peut-être que c'est prévu de faire une mise à jour de ça de façon plus officielle, mais c'est certain qu'on continue à le faire de façon ponctuelle quand la demande nous est faite, puis on part de ce document. Merci pour votre présentation. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est devenu du dossier de Naïma Ahmed. C'est la dame qui portait le niqab et puis qui prenait des cours de francisation. Puis le collège lui avait, je crois, interdit de faire une présentation en ayant le visage caché. Et elle a porté plainte à la commission, ça a été très médiatisé. Et par la suite, on n'a pas entendu parler de ce cas. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Merci. Ça s'est terminé par un règlement confidentiel. Alors donc, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Les parties ont décidé de s'asseoir, de trouver une solution à la problématique et de s'entendre sur quelque chose. Non, c'est plus loin que je... Mais ça s'est réglé. Bon. Mais on a eu d'autres types de
d'autres types de dossiers comme ça à la commission, pas liés nécessairement au cours de francisation, mais et dans la majeure partie des cas, ça se rend pas au tribunal. Dans les statistiques que j'ai passées tantôt, là, parce que bon, les gens s'inquiètent beaucoup, mais on tente vraiment de trouver des solutions avec les gens par rapport à tout cet aspect-là de discrimination, parce que, bon, ultimement, si on va dans le tribunal, moi j'ai tendance à dire souvent qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, même si ultimement il y a quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, mais dans les faits, c'est un processus qui est souvent difficile et dur. Alors donc, le fait de gagner ou de perdre, bon, alors donc vraiment on travaille avec les gens à ce qu'ils participent eux-mêmes à élaborer des moyens pour contrecarrer la discrimination puis solutionner le problème qui se pose. Alors donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, 70% des dossiers qui s'envoient en médiation se règlent par, bon, notamment les dommages qui sont payés à la victime, mais par d'autres moyens qui font en sorte qu'on essaie de faire que les mesures qui sont entendues entre les gens aient une portée, on parlait tantôt de systémique, un peu plus large, un peu plus systémique qu'uniquement le cas individuel. Parce que c'est beau régler des cas un par un, mais on essaie, on ne veut pas nécessairement avoir plus de plaintes, bon, parce que ce n'est pas nécessairement gagnant pour la société que la commission ait plus de plaintes, mais qu'on essaie de trouver des moyens au niveau de l'ensemble d'un milieu, de trouver des moyens pour contrecarrer notamment la discrimination indirecte. Bonjour, merci aussi pour vos présentations. Je voudrais vous poser une question. Je voudrais savoir, vous dites depuis tout à l'heure que le principal poursuivi, disons, c'est l'État. Oui. Et les médias. Les médias? Qui causent beaucoup plus de tort que le gouvernement ou qu'un individu, un employeur. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans la loi ou dans la loi de la Commission des droits des personnes contre les médias qui, eux, ont un abus systématique des informations et pratiquement une exclusivité, qui orientent comme ils veulent toute une population ou tout un groupe, et qui causent du tort à tout un groupe, pas seulement des individus. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là? Je ne sais pas trop comment répondre à votre question, parce que, bon, vraiment, la commission peut faire enquête dans un cas individuel à mesure où il y a une plainte par un individu puis qu'il y a l'individu un intérêt par rapport à ça. Alors, si c'était ça, oui, on ferait enquête. Puis dans certains dossiers, on a pu faire enquête dans certains médias. Là, c'est une question de juridiction dans laquelle je n'embarquerai pas, là, mais on n'a pas de compétence d'enquête par rapport à certains aspects au niveau des médias, parce que c'est une compétence fédérale, tout ça, malgré que ça s'est nuancé là, depuis les derniers jugements de la Cour suprême, où est-ce que, bon, tout dépendant du contenu, puis bon. Mais on n'a pas beaucoup de plaintes de cette nature-là sur le plan individuel. La commission pourrait toujours faire une enquête systémique, mais encore faudrait-il avoir des éléments pour faire en sorte de s'engager dans un processus comme celui-là. Je crois que je suis en désaccord avec ce que vous dites, parce qu'on l'a entendu tantôt, il y a beaucoup de choses de galvaudées dans un contexte médiatique qui c'est pas du tout conforme à la réalité. Là. Comme par exemple, on disait tantôt, tout l'aspect des accommodements raisonnables, on a l'impression que c'est à la tonne, puis que c'est toujours la religion, puis que c'est toujours déraisonnable, puis bon. Alors que dans la réalité, nous, quand on écoute ça, c'est sûr que c'est pas ça du tout qui se passe, là. Et à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on ramène ça pour rappeler que, bon, c'est un peu alarmiste, là, puis ça correspond pas à ce que nous, on voit à la commission. Mais peut-être que si vous n'avez pas beaucoup de plaintes, vous avez dû vous poser la question pourquoi, puisque les faits sont contraires au nombre de plaintes. Peut-être qu'on sait d'avance que c'est perdu, ou peut-être qu'on sait d'avance que c'est pipé. Non, mais il y a une complexité, là, puis je ne vais pas embarquer dans une discussion là-dessus, là, mais de faire une plainte contre une commune, par rapport à des effets contre une communauté,
ça s'est fait, vous vous souviendrez qu'il y a des animateurs de radio à Québec qui avaient tenu des propos peu élogieux par rapport aux chauffeurs de taxi dans la vieille capitale, parce qu'ils étaient noirs, puis bon, alors, il y a eu des poursuites, puis ça a fini à rien, parce qu'il y a tout un contexte là, d'intérêt qui fait que c'est un peu un recours difficile. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a des conditions très spécifiques qui font que c'est rare qu'on a ce genre de plainte-là, puis qu'on a ce genre de démarche-là. Merci. Mais moi, je vais ajouter, parce que je pense que c'est un excellent point que vous soulevez. Puis même, comme je n'appartiens pas à une institution, je peux parler plus librement. Je pense que vous avez absolument raison. Je pense que c'est l'excellent exemple, c'est effectivement la crise des accommodements raisonnables. C'est pour ça que j'ai mis l'emphase là-dessus tantôt sur le fait que il y a eu une construction de cette idée que l'accommodement raisonnable est religieux, alors c'est pas du tout le cas. C'est ni le cas, c'est-à-dire que la construction n'était pas autour de la religion. Et encore aujourd'hui, je faisais une conférence il y a peut-être 2 ans, et statistiquement, c'est infime, là, les questions d'accommodement raisonnable autour de la religion. Vraiment, vraiment très mince. Et généralement, c'est réglé, en plus. Alors, le conflit est amplifié médiatiquement. Le problème, je pense, et je pèse mes mots toujours parce que je suis quand même officier de justice en bout de ligne, mais il y a des problèmes auxquels le droit, c'est ce que je disais tantôt, la discrimination systémique, théoriquement, est protégée par les... En fait, la discrimination n'est pas protégée, mais l'absence de discrimination systémique est protégée par les chartes. On atteint un peu les limites du droit. Il y a des questions, puis des problématiques et c'est une chose avec laquelle on a beaucoup de difficultés à dealer, pardonnez-moi l'anglicisme. Présentement, dans les sociétés occidentales, c'est d'accepter qu'il y a des choses dont le droit n'arrive pas à saisir en ce moment. Et la discrimination systémique, et c'est un peu ce qui se passe médiatiquement, c'est-à-dire que le droit est basé sur une personne qui porte une plainte dans une situation donnée, c'est individualisé. Après, il y a des variables, je schématique, c'est grossier. Évidemment, quand on va devant un tribunal de droit commun, c'est ce que je disais tantôt, si on veut, on peut amener de l'avant vraiment une demande pour inconstitutionnalité, où là, quand on est à la commission, ce sont des demandes très, très personnelles. J'ai subi une discrimination, je veux une réparation, je veux en médiation, etc. On espère que ça débouche sur des solutions qui font progresser cette question-là. Mais c'est vraiment une logique individuelle. On peut faire un peu moins individuel devant les tribunaux de droit commun. On peut avancer des dossiers où on demande la constitutionnalité de mesures pour dire « ça m'est arrivé à moi, puis je veux invalider cette loi-là pour pas que ça arrive jamais. » Donc là, on est vraiment dans un contexte différent. Mais le droit a vraiment de la difficulté à saisir la discrimination systémique. C'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment. La problématique qu'on vit, c'est ça. Et évidemment, il y a toute la question de la liberté, tu sais, on ne rentre pas là-dedans, mais toute la question de la liberté d'expression, comment on balance ça, où sont les limites entre la création d'un problème public qui n'existe pas et l'information. Hein? Et c'est vraiment une question, je pense que c'est une question fondamentale, je pense que c'est une question à laquelle le droit n'arrive tout simplement pas à répondre en ce moment. La réponse honnête d'un avocat, c'est qu'on n'arrive pas à faire face à ce problème-là en ce moment. Hélas. Merci Hélas. beaucoup. Je sais qu'il y a 2 personnes, mais j'ai juste envie de bondir sur ça pour parler de la question de l'attitude Bombardier, qui, d'une certaine façon, c'était l'espoir pour tout ce qui est profilage racial, discrimination indirecte. Et la déception, oui, de plusieurs organismes qui ont d'ailleurs intervenu, beaucoup d'organismes du Québec. Donc peut-être, je ne sais pas si Maître Prudhomme ou plus Maître Bois, parce que la Commission a pris ce dossier-là jusqu'à la Cour suprême. Donc juste peut-être donner, pour le bénéfice de tous, justement, l'état du droit dans cette question-là de discrimination indirecte, profilage racial. Mais tantôt, on a parlé de renversement un peu de preuves, dans le sens où la Commission a toujours invoqué que notre fardeau était de faire une preuve prima facie de discrimination. Donc, pas nécessairement d'établir les éléments qui font en sorte qu'à moins d'explication, c'est sûrement de la discrimination fondée sur un motif. Alors, M. Latif, c'est un pilote d'avion qui travaillait pour Bombardier et à un moment donné, on lui a refusé certaines formations parce qu'il était originaire d'un pays qui était sur la liste aux États-Unis comme étant possible de terroriste. Alors, M. Latif, qui est un charmant monsieur, vraiment, il faut le connaître, et qui travaillait chez Bombardier depuis, je pense, 30 ans, qui est au Québec depuis 40 ans.
s'est vu refuser cette formation-là. Donc, il est venu chez nous déposer une plainte et on a poursuivi Bombardier devant le tribunal, devant la Cour d'appel et ultimement devant la Cour suprême. Puis on a perdu. C'est certain que c'est toujours plus agréable de gagner. Surtout que là, on avait effectivement un dossier où on pensait qu'on était pour faire avancer le droit sur tout l'aspect de la preuve en matière de profilage racial. Hein, parce qu'on évoquait, c'était que M. Latif avait tout simplement été profilé. On n'avait pas regardé l'individu, on avait dit qu'il appartient à quelque chose, à un groupe ciblé, et que par conséquent, il y a des effets. Hein, c'était pas l'intention de Bombardier, comme on disait tantôt, mais il y avait des effets pour M. Latif. Alors, on a perdu, puis effectivement, avec des bouts du jugement qui font en sorte que ça remettait en question toute notre approche par rapport à la preuve en matière de discrimination, en matière de profilage racial. Nous, et puis ça, on pourrait le démontrer ultimement, là, bien que je ne serai plus là, mais l'avocate qui avait dit à la Cour suprême m'a remplacé comme directrice du contentieux, mais c'est ce qu'ils disent, et on veut rebondir sur le jugement pour tenter de minimiser l'impact de Latif par rapport au dossier de discrimination de façon générale, quant à la preuve, puis au niveau encore plus, au niveau du profilage racial, en le limitant par rapport à ce dossier-là de façon un peu plus spécifique. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais... Bonjour, un grand merci pour l'intervention qui nous éclaire sur l'aspect légal de la thématique qui nous concerne. C'est vrai que le volet légal est en lien avec ce qu'on a vu le matin quand même, mais toujours dans cette problématique de l'altérité, de la différence et du rejet de l'autre. Moi, tout en Maître Prud'homme, quand vous énumérez un peu, je me dis, mais je me connais là, donc ma demande peut être acceptable. Femme, race, religion, donc c'est le gros lot. Donc on est plusieurs à se reconnaître dans ce genre de plainte et à dire, ben oui, on peut être gagnant. Par contre, moi je reviens sur l'intervention de M. Castel et de Mme Aziza pour deux aspects. Le premier, vous aviez un collègue qui a travaillé depuis, M. Paulet, qui avait fait un travail extraordinaire, qui accompagnait tous les débats sur les accommodements et tout ce qui va avec. Et malgré ce travail qui est scientifique, avec des statistiques pour dire que les accommodements et tout ça n'est pas forcément lié au religieux, il y en a qui persistent, qui signent et qui redémarquent les mêmes thématiques. Et là, ça m'amène un peu aux médias. Pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre avec votre travail pour qu'un certain discours puisse quand même se faire des limites et soigner un peu, au moins je dirais, je ne sais pas soigner, mais au moins se limiter dans ses propos. L'autre aspect, un peu, pourquoi on n'a pas eu un individu qui vient se plaindre, et là je vais réduire un peu le débat à la communauté musulmane et à la culture. C'est une culture de peu de plaintes contre les instances, donc c'est pour ça on peut vivre, on peut subir des choses, mais on n'a jamais recours à une plainte. Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas, parce que vous avez énuméré, ils le vivent beaucoup. Ils se plaignent très peu, et il y a aussi le soutien, il n'y a pas un grand soutien pour une cause qui va vers les tribunaux. Ce n'est pas une communauté qui a atteint cette maturité pour le faire. Ma question, moi, ça c'est un peu, je ne sais pas si c'est un peu utopique peut-être, mais est-ce que vous serez ouvert à un recours collectif à un moment donné, mais pas individuel? Comme ça, il y aura une plainte vraiment devant vous, mais qui montre les injustices subies par toute une communauté. Et la dernière chose, je regardais aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et je dis, elle mérite son nom plus maintenant plus que jamais, parce que ce qui touche les personnes répercute sur la jeunesse, et on est en train de vivre et de subir. Et tous ces débats-là, encore une fois, je me répète, je m'excuse par rapport aux gens qui étaient le matin, mais on est dans cette logique. La personne et la jeunesse s'y liées, et ce qu'on subit répercute, et on subit les conséquences. Merci. Je vais pas répondre à tout, mais j'ai écrit les points auxquels il y en avait beaucoup dans les questions. Mais en fait, pour revenir aux médias, vraiment, c'est une réponse insatisfaisante, mais en ce moment, la façon dont le droit est construit, il faut vraiment une plainte précise, dans une situation précise. Je ne peux pas saisir un tribunal, je peux pas, quand je peux pas, je vais le faire, ma requête va être, on va me dire, le juge va me dire, désolé, mais retournez chez vous, votre requête n'est pas bonne. On va me dire ça dans d'autres mots, là, mais ça va être ça. Parce que je ne peux pas dire, parce que la vraie plainte, c'est de dire TVA, Radio-Can et compagnie, là, ils ont construit ce phénomène-là, ça n'existe pas.
ça existe de façon extrêmement marginale. Finalement, c'est un conflit social qu'on a construit de toutes pièces. Malheureusement, ce qui me manque là-dedans, c'est une personne précise qui a vécu une discrimination précise en fonction d'un motif de l'article 10 dans un reportage précis. Donc, on n'est vraiment pas dans cette logique-là. Et même si on amenait, et c'est là quand je parle des limites du droit, et je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est peut-être qu'il faut travailler à ce qu'est le droit et comment on veut formuler les obligations. Puis il y a une partie, il faut peut-être travailler aussi à accepter que le droit ne répond pas à toutes les situations et à tous les besoins sociaux et qu'il faut mener ces combats-là dans l'arène juridique, mais aussi dans d'autres arènes, parce qu'il y a des solutions qui ne sont pas juridiques et auxquelles le droit n'a pas de réponse. Et c'en est une, je pourrais hypothétiquement prendre un dossier spécifique qui a fait l'objet d'une couverture médiatique et dire telle personne dans cette situation a subi une discrimination dans le traitement médiatique, et encore faut-il que je montre qu'il y a une conséquence, un dommage, et amener cette cause-là devant les tribunaux en espérant avoir gain de cause. Le problème, c'est que même si j'ai gain de cause, on n'a pas réglé le problème. On n'a pas eu un jugement contre TVA ou contre Radio-Canada qui dit « Ah, vous ne pouvez pas construire des problèmes publics, vous pouvez pas... Vous devez avoir une qualité d'information supérieure. » C'est pas ça que je vais obtenir. Ce que je vais obtenir, c'est un chèque pour une personne dans une situation donnée. C'est pas ça la réponse au problème en ce moment. C'est là que je dis, vraiment, des fois, il faut accepter, même si des fois ça m'attriste de le dire, que le droit n'a pas réponse à cette situation-là en ce moment. Au niveau du recours collectif, théoriquement, c'est pas impossible, mais c'est assez complexe en matière de discrimination parce que encore une fois, le droit fonctionne sur une base assez individuelle. Chaque situation est une discrimination spécifique. Alors, il faudrait, dans une situation, par exemple, un ensemble de travailleurs d'une même entreprise, là, on peut penser à une grande entreprise, qui avait des politiques discriminatoires, par exemple, et que là, les 50 employés ou les 100 employés, les 150 employés, peu importe, qui seraient d'un même groupe, auraient connu une même discrimination. Et là, on pourrait amener ce dossier-là de l'avant. Mais autrement, on est généralement dans des recours individuels. On en fait, il y a plusieurs avocats qui en font. Moi, j'en fais, comme je disais, en ce moment, moi, je travaille davantage avec la communauté transgenre en ce moment, mais on fait des recours devant les tribunaux pour demander l'inconstitutionnalité de certaines lois. Mais encore là, c'est pour moi un dernier recours, c'est-à-dire que j'espère toujours que l'arène politique va répondre au problème avant que moi, je doive essayer d'y répondre dans le judiciaire, parce que je suis assez d'accord avec Maître Bois. Même quand on gagne devant un tribunal, on perd. Il y a un coût à aller devant le tribunal. Il y a un coût financier. Si on est chanceux, on a un avocat pro bono. Si on ne l'est pas, il y a un coût financier à avoir un avocat, mais il y a aussi un coût émotif. Il y a un stress, il y a du temps. Et il y a, ce dont vous avez parlé, je pense qui est quelque chose de très important, on ne réalise pas, quand on est dans une situation marginalisée ou quand on appartient à une communauté marginalisée ou discriminée, évidemment, les institutions majoritaires ne sont pas nécessairement invitantes. Alors, on n'est pas porté à aller de l'avant, à poser un recours, à déposer une plainte, etc. Et encore là, le travail est vraiment au niveau des institutions, pas tant au niveau des tribunaux. Il faut travailler à ouvrir les portes, à mettre en place des conditions d'accueil de ces personnes-là. Je ne parle pas d'immigration, mais d'accueil qui facilite les plaintes. Et évidemment, ça s'est rendu un petit peu plus difficile avec le dernier jugement de Bombardier dont on parlait. J'espère qu'on va réussir à en restreindre la portée, mais ce qu'on est venu nous dire, en fait, à la Cour suprême, c'est qu'on n'a rien changé sur le droit à l'égalité dans les principes. Ce qu'on nous a dit, c'est la preuve, il faut que ce soit très clair, que ce soit très précis sur le cas individuel. Ce qui est complexe, pour ne pas dire absurde en matière de discrimination systémique, et c'est de ça dont votre question parlait, en fait, c'est la discrimination systémique. Mais qu'est-ce qu'on fait quand cette discrimination-là, par définition, elle est diffuse, elle est complexe à prouver? Et dans le cas de Bombardier, il faut savoir qu'il y avait des rapports d'experts qui disaient ces populations-là, en ce moment, sont victimes de discrimination systémique, voici comment, voici pourquoi, voici dans quel contexte. C'est plus loin qu'on peut aller et on ne peut pas faire une preuve plus précise que ça. Puis la Cour suprême, ce qu'elle vient nous dire, c'est « Ah, vous avez oublié, vous n'avez pas réussi à trouver un petit truc précis par rapport à lui spécifiquement. »
Mais c'est complètement antonymique à cette question de discrimination systémique qui est diffuse et qui n'est pas personnalisée. Hein? Comme quand vous n'allez pas déposer une plainte parce que vous ne savez pas si on va la recevoir, c'est pas parce que c'est vous personnellement, c'est parce que vous appartenez à un groupe qui subit un certain traitement qui n'est pas statistique, qui n'est pas comptabilisé, mais qui existe quand même. Alors, c'est une longue réponse à une question vraiment complexe que vous avez posée, mais vraiment, je continue à penser qu'il faut faire pression sur le droit, mais aussi ailleurs que sur le droit, si on veut que ces questions-là avancent. Donc, on va prendre une dernière question, puis j'ai envie de poser une question très difficile à Maître Bois, que son mandat se termine maintenant à la commission, donc allez-y, Steph. Ma question, premièrement, merci beaucoup pour vos conférences encore. Ma question, elle est très générale, mais toute simple. Je ne vais pas revenir sur les limites du droit et tout, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais si on veut être efficace, juridiquement parlant, avec toutes les limites de la bureaucratie et de tout ça, est-ce que c'est plus efficace de porter plainte pour une diffamation que pour un profilage racial et discrimination systémique? Parce qu'il y a beaucoup de limites là-dedans. Est-ce que laisser donc, sur le plan individuel, la diffamation, si on peut, mettons, construire un cas à partir de cette discrimination, mais la tourner vers la diffamation plus, est-ce que c'est beaucoup plus efficace? C'est juste ça ma question. C'est pas vraiment la même chose, mais si il y a une réussite, si on peut le faire, mettons, s'il y a possibilité, est-ce que si ça tourne vers de la diffamation, c'est plus facile, plus efficace? C'est juste ma question. Merci. En fait, la première, moi je pense qu'en termes d'efficacité, ça va faire plaisir à Maître Bois, là, mais ça va toujours beaucoup plus vite devant la Commission des droits de la personne que devant les tribunaux de droit commun. Alors certainement en termes d'efficacité, on a vu les délais là, de 170 jours pour la moitié des dossiers. En matière de tribunaux de droit commun, c'est vraiment, on est loin de ça, là, et dans le mauvais sens. Donc, je vous dirais, si vraiment ce qu'on cherche dans ce règlement-là, c'est l'efficacité, moi, je dirais directement à la Commission des droits de la personne en premier. Après, ce ne sont pas les mêmes bases juridiques, en fait, le recours à la diffamation que le recours à la discrimination. Donc, ça dépend vraiment du dossier qu'on a devant nous. On va le voir, là, il y a un dossier qui est comme à la jonction entre les deux en ce moment, qui est Dalila Awada qui poursuit en diffamation pour des propos qui ont été tenus dans le cadre du débat charte, post-charte, qui est vraiment à cette jonction-là dont vous parlez entre et peut-être que ça va changer quand on va avoir le projet de loi sur les discours haineux. On demandait tantôt quelle est la distinction entre ce qu'il y a au fédéral en ce moment puis au provincial, ce qu'on propose. Au fédéral, il aurait fallu que Dalila Awada dépose une plainte auprès des autorités policières et que là, les autorités, le procureur de la couronne décident de se saisir de ce plainte-là et fassent une plainte criminelle et qu'on montre hors de tout doute raisonnable. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Et alors que le nouveau projet de loi est au niveau civil, donc Dalila Awada aurait pu déposer une plainte pour propos haineux et le règlement et le niveau de preuve n'est pas hors de tout doute raisonnable, ce qui est vraiment difficile à mettre. Donc peut-être que ça va changer entre-temps, mais ce sont tout simplement des bases juridiques différentes. Alors, et peut-être que parler d'efficacité dans ces recours-là n'est pas nécessairement... ça dépend en fait de ce qu'on cherche. Hein. Si on cherche une solution personnelle, individualisée à notre problème, moi je pense qu'on devrait aller à la Commission des droits de la personne, s'asseoir, faire une médiation, trouver une solution. Ils le font très efficacement, rapidement. Et il y a des plans d'action qui sortent de ça, qui sont assez positifs. À l'inverse, si on est plutôt si on s'inscrit plus dans une dynamique de contestation sociale, et qu'on veut amener ça devant les tribunaux parce qu'on dit telle façon de traiter les gens par telle loi, c'est discriminatoire, je veux pas que ça m'arrive à moi, mais je veux pas que ça arrive à personne dans ma communauté. On est dans un registre vraiment différent. Là. On ne cherche pas un règlement personnel à une situation qu'on a subie. On cherche c'est une espèce d'activisme judiciaire. Et à ce moment-là, je pense que la question de l'efficacité est peut-être moins importante. Il faut aller dans les tribunaux communs, ça va prendre beaucoup plus de temps, la bataille va être plus difficile. Il va probablement aller dans des échelons, hein, on va probablement en cour d'appel, peut-être en cour suprême, donc temporellement c'est beaucoup plus long. Mais on n'est peut-être plus dans une recherche d'efficacité. Alors ça dépend vraiment, c'est dur de répondre sans avoir une personne devant nous puis lui demander qu'est-ce que tu veux faire avec ton recours. Est-ce que tu as été blessé puis tu veux une solution pour toi immédiatement, puis tu veux que dans ton milieu de travail ça change, dans ta compagnie, dans ton dépanneur, peu importe. Ou est-ce que c'est un combat que tu portes et peu importe que tu aies un chèque en bout de ligne ou non, parce que tu veux, c'est dire dans 5 ans ou dans 10 ans, je vais aller me coucher chez moi et je vais me dire que cette loi-là, elle n'existe plus.
Et on n'est pas du tout dans la même recherche, même si les deux, on va voir les autorités judiciaires, on est dans un processus complètement différent. Et la diffamation, le recours en diffamation, un peu comme à la Commission des droits, là, ça s'inscrit dans un processus de réparation. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des conséquences, là. Je ne dis pas que si quelqu'un est condamné pour diffamation, ça va peut-être du monde en Québec, il y a des radios spécifiques qui vont se dire « Ouh, il faut que je fasse attention ». Ça se peut, mais ce n'est pas le but premier de la plainte. Ou en tout cas, ce n'est pas le résultat premier de la plainte. Alors, je pense que ça dépend de ce qu'on recherche par notre cours. Bon, en 1 minute, la question difficile. Maintenant que vous terminez votre mandat à la commission, vous prenez votre retraite, pour vous, c'est quoi le plus grand défi de la commission en ce qui a trait aux droits de la personne, oui, mais peut-être en ce qui a trait à la discrimination? Vous avez comme 2 minutes. La question qui tue. Je pense que, premièrement, le défi, c'est de maintenir les ressources nécessaires à faire en sorte d'exercer ses mandats et ses responsabilités. La commission, comme tout le reste, bien qu'on soit indépendant, pour moi que les fonds viennent du gouvernement, alors donc on a des budgets annuels et ces budgets-là sont constamment réduits. Alors ce qui fait que c'est sûr que le travail demeure le même et puis les gens diminuent, alors ce qui rend la chose encore plus compliquée. Donc le premier défi, c'est de maintenir les ressources à un niveau qui lui permet de rencontrer les responsabilités qu'on a au niveau de la Charte. Mais on a entendu c'est quoi le défi de la commission, qu'importe que ce soit par sa responsabilité au niveau des enquêtes, au niveau de l'éducation, au niveau de la coopération, c'est de faire en sorte d'amener notre société au changement nécessaire à permettre l'égalité. C'est un mandat large, c'est un défi large, mais ultimement, c'est ça le défi que la commission a depuis le début, qu'on tend à vouloir atteindre ou rencontrer. Et puis je pense que même si on a avancé sur plusieurs dossiers, puis bon, je fais cette nuance-là avec ce que Maître me disait, c'est sûr que c'est plus long un à la fois. Mais si on s'en sert bien de cet exemple-là, si on fait en sorte qu'on fait de l'éducation à partir de là, qu'on fait de l'information à partir d'un dossier, ben, ça finit par faire du chemin, puis par faire changer l'approche, les mentalités et à faire avancer notre société. Alors moi, je dirais qu'au-delà du défi des ressources, il y a ce défi-là de faire en sorte de l'efficacité, c'est sûr, là, que ce soit à l'intérieur d'un temps qui permet à la personne d'avoir réponse ou des corrections à ce qu'elle a vécu le plus rapidement possible. Mais c'est ça le défi de la commission. Super, bien, c'est le temps de remercier nos 2 panélistes. Merci beaucoup, Maître Prudhomme. Merci, Maître Roy. Et merci aussi, Maître Roy, pour votre service et bonne retraite 2 jours à l'avance. Donc, restez pour le prochain panel, sinon vous manquerez quelque chose.